bienvenue à tous. Merci d'avoir bravé le froid et d'être venu côté nord, parce que moi j'habite plein sud. Donc j'avoue que tout à l'heure j'ai voulu aller faire un tour et je me suis dit non en fait, c'est pas très chaud dans la salle, mais tu vas quand même rester dans la salle. Voilà, donc je suis très touchée d'être parmi vous. Et puis il y a quelque chose qui m'a beaucoup interpellée en fait, c'est que j'avais donné une conférence en visio juste après Covid, je crois. Voilà, et puis on s'était pas vu et pas parlé depuis 2 ans. Et un matin, il y a quelques mois de cela, je me lève et je me dis, tiens, ça serait peut-être pas mal que tu redonnes une conférence. Donc ça, c'était le matin, genre 8 heures. Et en fin de matinée, je reçois un SMS de François qui me disait, voilà, écoute, il y a un créneau le 16 novembre, j'ai vu que tu donnais des conférences sur la joie, est-ce que tu pourrais pas donner une conférence? J'ai dit, oui, bien sûr. Merci là-haut. Donc, mais ça ne s'arrête pas là. C'est que j'ai dit oui sans réfléchir. Et puis j'ai raccroché. Et puis quelques jours après, j'ai vu sur mon agenda 16 novembre. Alors là, Marie, tu as quand même fait très fort. Donc, il se peut que pendant la conférence, je vous l'annonce tout de suite, il y ait de l'émotion, mais il y aura aussi de la joie. Vous allez voir. Parce qu'en fait, le 16 novembre, on va aller. Donc, émotion, émotion, ça vient du latin motion, mouvement. Donc, ça nous invite aussi à la vie et à se mettre en mouvement. Et la vie, c'est la joie. Et donc, il y a 15 ans, exactement, le 16 novembre, je suis allée vérifier parce que je me suis dit peut-être que ton esprit te joue des tours. Donc, je suis allée vérifier. Et c'était bien le 16 novembre que nous avons inhumé mes 2 enfants et leur papa. Donc, je trouvais ça quand même assez incroyable que cette date du 16 novembre me soit proposée pour donner une conférence. Donc, ça m'émeut même 15 ans après. Pour autant, je suis quelqu'un de joyeuse, avec aussi des moments de chagrin, bien sûr, parce que ça fait aussi partie du chemin, en fait. Et donc, le 16 novembre, me voilà ici, devant vous, j'avais cette appréhension, je ruminais ça depuis plusieurs semaines, il ne faut quand même pas que l'actualité soit trop dure. J'ai été servie en début de semaine. Voilà, je pense que vous voyez de quoi je parle, des faits divers actuels qui m'ont beaucoup ramené à ma propre histoire, même si elle est différente. Mais l'important, c'est que nous soyons ensemble là aujourd'hui. J'imagine que si vous êtes venus avec ce thème, c'est bien entendu pour écouter Benoît, et aussi parce que vous aviez envie aussi probablement de voir à quel moment et comment on fait pour remettre de la joie. Donc, comme il ne fait pas très chaud dans la salle, je vous propose qu'on se mette en joie tout de suite. Donc, je vais vous demander de vous mettre debout. Voilà, et quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué, je vais le dire pendant la conférence, se mettre dans la joie, c'est pas juste se mettre dans la joie, il y a aussi des raisons physiologiques. Donc, je pratique beaucoup ce qu'on appelle l'automassage. Alors, on va se frotter les mains. Ça fait du bien, Voilà, on va venir frotter un peu le cuir chevelu ou bien le tapoter. Ne vous décoiffez pas trop, mesdames. Voilà. On va masser un petit peu le front, les sourcils. On y va doucement. Ça fait du bien, rien que ça. Les ailes du nez. Les joues vers l'extérieur. Attention au fond de teint. Exceptionnellement, j'en ai mis. Pascal m'en a prêté ce matin. Voilà. On va masser la nuque du bas vers le haut. Alors, moi, je ne me suis pas très douée au niveau acupuncture, mais je sais que tout ça, ça correspond à des points. Et notamment, sous la clavicule, là, on a un point d'un côté, de l'autre. Il y a peut-être parmi vous qui font du chant. Parfois, dans les chorales, on fait ce type de mouvement avant de démarrer. Et puis, la paume tournée vers le ciel, et on va dire vers ceux qui nous accompagnent. On va tapoter comme ça. Et puis, quand on remonte, on tourne la paume. Voilà. Comment vous vous sentez, là? On va changer de côté. C'est bon, J'ai entendu, là, quelqu'un dit c'est bon. Alors, un peu plus rigolo, quand j'interviens en entreprise, ça fait beaucoup rire les gens. On fait ça. Ça fait pas mal, ça aussi. Et puis, on va tapoter, stimuler. C'est bon pour mon micro, ouais. Voilà, parce qu'on a les glandes surrénales qui sont à peu près par là, puis ça fait ça. Puis, on va rester poli quand j'en ai plein le dos. Je fais ça. Ça fait du bien. Je secoue tout ça. Ça va mieux,
Ah ouais, j'avais pas du tout prévu de faire ça aujourd'hui. Donc voilà, si c'est OK pour vous, vous pouvez vous rasseoir. Ah, ça change déjà tout de suite l'atmosphère de la salle, ça réchauffe. Voilà. Et donc l'idée de cette conférence, c'est voilà, d'abord un témoignage, hein, vous l'avez compris. Donc mon mari et mes deux petits garçons sont décédés le 8 novembre 2009, donc ça fait 15 ans. Je le dis tout de suite, c'était pas un accident, voilà. Donc c'est plusieurs années de travail sur soi, d'accompagnement. Et aujourd'hui, comme je vous le disais, l'important, c'est de rester dans la joie. Alors comment j'ai fait? J'ai pas réussi toute seule, parce que seule on n'y arrive pas. J'ai eu la chance de pouvoir voyager. Et puis, à chaque voyage que je faisais, j'étais très bien entourée. Donc, à l'époque, j'habitais dans le nord de la France, précisément à Boulogne-sur-Mer. Donc, je m'appelle Marie Josso. À l'époque, je m'appelais Marie Flamand. Parce qu'il faut savoir aussi que la loi autorise, quand on est veuve, à reprendre son nom de jeune fille. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Je me suis renseignée. Donc, voilà, c'est un choix aussi que j'ai fait pour, même si j'allais dire cette histoire, bien entendu, m'habite, mais elle n'est pas non plus obligée d'occuper toute la place et tous les jours. Donc, j'ai repris voilà, mon identité. Et pendant que je voyageais, je crois que j'ai besoin d'une respiration, là, en fait. Pendant que je voyageais, donc je vous disais, j'étais très entourée. Pas de ma famille qui était en Bretagne et puis qui, elle, vivait aussi le deuil de très près, d'autant plus que les enfants, la semaine avant, avec leur papa, étaient allés en vacances en Bretagne. J'ai beaucoup d'amis à Boulogne-sur-Mer. Et donc, pendant que je voyageais, j'y reviens, mes amis avaient carte blanche pour repeindre, refaire la maison, changer des choses. Et donc, à chaque fois que je partais, il y a un groupe d'amis. Alors, il y avait un chef d'orchestre, hein, un chef de chantier qui s'appelait Sandrine, voilà, qui refaisait la peinture, transformait des pièces. Et tout ça pour vous dire qu'eux aussi vivaient le deuil, mais ce qui les a aidés beaucoup, c'était de m'aider moi de cette façon-là. Et il y a des gens qui se sont même rencontrés chez moi. Je pense à 2 couples notamment, dont les enfants, voilà, il y a des parrains, des marraines, des liens très très forts qui se sont créés. Et moi, je dois beaucoup d'être ici grâce à mes amis, grâce à la présence aussi, bien sûr, de ceux qui, on croit qu'ils ne sont pas là, mais en fait, ils sont toujours là. Alors voilà, ils ont mis de la couleur chez moi. Donc, il y avait du bleu, du rose. En fait, ça a commencé par la salle de bain. Je voulais refaire la salle de bain et à l'époque, c'était l'époque du framboise et de l'anis. Donc, ça a commencé comme ça. Je dis, ben voilà, il y a les pots de peinture. Mais on va te la refaire, nous, ta salle de bain. Puis après, voilà, ils ont transformé la chambre des enfants, ma chambre. Et puis, ça a continué un certain temps et c'était plus la même maison. Et chaque fois que j'y revenais, au tout départ, je m'étais dit, tu prolongeras, à chaque fois, tu rallongeras les périodes auxquelles tu reviens. Et puis, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Quand même, malgré toutes ces belles couleurs dans la maison, c'était pas possible. Et il y a quand même eu un moment, tout le monde voit, parce que je suis peut-être un peu devant l'écran, hein. Je ne veux pas me mettre non plus derrière le bar, quoi. Ça se fait pas. Hein. Voilà. Et il y a quand même eu un moment, voilà, j'ai eu suffisamment d'énergie pour me remettre au travail. Et il restait la cage d'escalier, la salle de jeu des enfants et ce qui servait de salon, de bureau pour mon mari. Et donc, j'ai dit à mes amis, c'est super ce que vous faites, ce que vous avez fait, mais quand même, hein, la cage d'escalier. Alors, ils m'ont dit, écoute, Marie, on t'aime bien, mais quand même, la cage d'escalier. Alors, ça, c'était en juillet 2010. Probablement que vous ne vous en souvenez pas, mais en juillet 2010, dans le nord de la France, il a fait un temps dégueulasse. Du coup, faire la cage d'escalier, finalement, c'était pas si compliqué que ça. Hein, ça les a un peu occupés pendant qu'il pleuvait dehors. Quand je leur dis ça, ça les fait rire maintenant. Et puis après, voilà, j'ai moi-même fait faire des travaux. Et à un moment donné, eh bien, j'ai recommencé à travailler. Voilà, parce que l'action, elle est aussi importante. Et là où je voudrais en venir, donc je vous ai partagé dès le début de ce moment qu'on passe ensemble, un moment assez difficile. Oser être dans la joie, ça ne veut pas dire pour autant, je mets le chagrin de côté et puis c'est terminé. Hein, ça marche pas.
Et il se trouve que voilà, j'ai retrouvé une petite phrase, je ne pourrais plus vous citer le médecin qui expliquait ça, mais en fait, l'idée, c'est que si on évite les sentiments négatifs entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de sentiments négatifs, là, je pense plus à la tristesse et à la colère, eh bien, on se ferme à la joie. Et c'est pas ce qu'on cherche. Donc ça, c'est important de garder ça à l'esprit. J'ai le droit d'être joyeux. C'est même un devoir d'être joyeux, de cultiver le bonheur. Mais en même temps, j'ai aussi besoin de ces moments de tristesse. Ce matin, j'étais en rendez-vous avec une personne qui vient de qui a perdu sa maman il y a une dizaine de jours, et elle me disait, c'est drôle parce que il y a des moments où je suis dans la joie, je rigole, je partage avec mes amis et je culpabilise. Pourquoi on culpabilise à votre avis? Ça vient d'où cette culpabilisation qu'on a à être dans la joie? Oui, la société, beaucoup de l'éducation judéo-chrétienne aussi, hein, où on n'a pas le droit de se relever. Alors moi, j'aime le mouvement, j'aime la vie, et j'ai entendu, et j'ai eu beaucoup de mal à entendre ça à certains moments. Je me souviens d'une fête en particulier en Bretagne, où derrière moi, j'ai entendu, mais comment ose-t-elle? Ouais, c'est très violent, hein. C'est très, très dur. Mais malheureusement, c'est encore dans beaucoup d'esprits bien ancré. C'est-à-dire parce que nous vivons un deuil, nous n'avons pas le droit à côté de ça de nous amuser. Mais ça n'a rien à voir en fait, et les deux sont tout à fait compatibles. Donc voilà, ça c'est important de s'en souvenir, hein, c'est que vraiment il n'y a pas que la joie. Parce que là, du coup, ça voudrait dire, c'est ce qui se passe parfois d'ailleurs, je ne l'ai pas mise là cette fois-ci, mais si vous connaissez un petit peu la courbe du deuil, parce que qu'a fait Elisabeth Kubler-Ross, ça vous dit quelque chose, hein, qui a donc été psychologue ou psychiatre, voilà, en Suisse. Elle était suisse, mais elle était aux États-Unis. C'est ça. Donc Elisabeth Kubler-Ross, psychiatre aux États-Unis, elle a beaucoup travaillé en soins palliatifs avec des enfants et avec des personnes plus âgées. Donc elle a établi ce qu'elle a appelé la courbe du deuil, où il y a le moment du choc, suivi du déni. Et effectivement, j'avoue, moi, dans cette période-là, c'était les premiers mois où je voyageais beaucoup. J'ai beaucoup fait la fête, jusqu'à pas l'ivresse, parce que c'est quelque chose que j'aime pas, mais quand même pas loin. Et c'était pas la fête au sens de cette joie profonde qu'on peut ressentir, c'était la fête pour ne pas sentir, justement. Et ça, bon, c'est juste un moment. Parce qu'après, il y a toutes les étapes, je ne les ai pas forcément toutes en tête. Donc, il y a le moment du choc, il y a le déni, il y a la négociation. Mais non, ils vont revenir. Il y a la colère, il y a le creux vraiment de la vague. Et puis, petit à petit, on commence à accepter. Et la joie, j'allais dire, elle est autorisée. On peut y avoir accès dans toutes ces étapes. L'important, c'est d'être conscient de ce que l'on vit. Enfin, pour moi, en tout cas, hein, ok, là, tu es dans la joie, mais tu fais la fête, en fait, tu fais l'autruche, comme on dit, hein, tu fais l'autruche. Et puis, il y a eu, heureusement, assez rapidement des moments où je vivais vraiment la joie. Et j'ai le souvenir de quelque chose, et ça, c'était, je vous ai parlé tout à l'heure du 16 novembre, donc ça devait être, je ne me souviens pas très bien, aux alentours du 19-20, avec des amis. Elles m'ont emmenée sur une plage où j'avais l'habitude de me promener, à Équillan, très exactement, donc c'est pas très loin de Boulogne-sur-Mer. Et il faisait particulièrement beau. Il y avait, je ne sais pas si vous connaissez la Côte d'Opale, mais il y a une lumière vraiment très belle. Et quelques mois après, une amie m'a dit, tu te souviens de cette plage-là, quand on est allé se promener à Équillan? Je dis oui. Tu te souviens de qui y avait? Donc oui, je me souvenais de qui y avait, mais est-ce que tu te souviens de ce que tu as dit? Je lui ai dit non, je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai dit de particulier? Elle m'a dit, tu as dit, ah là là, qu'est-ce que c'est beau. Et elle m'a dit, tu sais Marie, quand je t'ai entendu dire ça, je me suis dit, elle va se relever. Voilà. Parce que cette capacité, tout à l'heure, François en a un petit peu parlé, même quand ça ne va pas et qu'il fait froid, eh bien le fait d'aller déjà dehors, de sortir et puis de s'émerveiller des couleurs de l'automne, ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous qui est vivant et qui reste vraiment joyeux. Donc le chagrin, voilà, le vivre et en même temps en sortir et oser aller se promener notamment.
Je vous disais tout à l'heure l'importance de l'entourage, oser aussi demander de l'aide et oser donner l'aide aussi à la personne qui vit le chagrin. Moi, j'étais plutôt quelqu'un qui contrôlait un peu tout, on va dire. Et là, je n'ai rien contrôlé, qui n'avait pas besoin des autres non plus, parce que je faisais partie de ces femmes fortes tout le temps. Et en fait, là, la vie, elle m'a amenée à dire, bah non, en fait, t'es pas si forte que ça, et là, tu as besoin des autres, pardon. Donc, oser demander de l'aide et oser aussi la donner, parce que donner cette aide, participer, être auprès des personnes qui traversent un deuil, eh bien, ça nous permet aussi, nous, de vivre ce deuil-là. C'est très aidant pour elles, bien entendu, mais nous aussi, ça nous permet de rester en lien et vraiment de rester dans la joie. Et puis, savoir repérer. Alors, des fois, je me dis, quand tu dis ça, Marie, c'est pas vraiment bienveillant, mais tant pis, je le dis quand même. Savoir aussi s'éloigner des personnes qui, même si elles sont bien intentionnées, vont nous empêcher de vivre ce chagrin. Je me souviens, à un moment donné, j'ai eu l'impression, d'ailleurs, on dit noyer dans son chagrin. Alors, on met pas forcément les mêmes images derrière, mais il y a quand même cette idée que si une personne, elle n'a pas cet espace pour laisser les larmes couler, il n'y aura pas d'espace pour la joie, c'est ce que je disais tout à l'heure, et moi j'ai eu en tout cas cette sensation d'étouffer, c'est-à-dire que dès que je commençais à pleurer, il y avait systématiquement quelqu'un autour de moi. Et le premier mois, et à juste titre, j'ai envie de dire, ils avaient pris la bonne décision, c'est que j'étais très très entourée nuit et jour. Donc il y avait un cahier et le groupe d'amis, de la famille savait qui était là. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vécu ça. Et donc l'idée c'était que je ne sois jamais seule. Et puis un jour j'en ai eu ras-le-bol. Alors je me souviens, Catherine m'a dit, il y a quelqu'un avec toi ce soir? Oui, il y a quelqu'un. Il n'y avait personne. Parce qu'en fait, j'en pouvais plus. C'était chouette d'être entourée, mais en même temps, j'avais plus d'espace, moi, pour vivre ce chagrin. Et alors, voilà. Et aussi quelque chose, j'allais dire tout à l'heure, quand je suis malveillante, c'est quand je dis à quelqu'un, fuis-les, ma pauvre. Parce que j'ai aussi rencontré des personnes qui trouvaient, à travers ce que je vivais moi, pire qu'elles. Entre guillemets, hein, sans jugement aucun. Sauf que c'est pas aidant du tout, en fait, et c'est même, j'ai envie de dire, énergivore. Oui, on peut se soutenir, mais il y a des façons de le faire. C'est dire à quelqu'un, ma pauvre, c'est pas du tout aidant. Je vois qu'il y a des gens que ça fait sourire, mais ça aide pas du tout, en fait. Ça n'aide d'autant pas que nous, on le sait intérieurement, ok, il y a l'absence et ça c'est dur, il y a l'absence et il y a le chagrin, mais eux, ils sont là. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut expliquer aux personnes, voilà, qui disent ma pauvre et qui compatissent. On peut pas toujours le partager. Moi, je dis souvent, c'est le chemin qu'on fait qui va faire qu'on est témoin de ça. Et c'est le but notamment de l'association, de montrer, voilà, ça s'arrête pas en fait. Il y a quelque chose après tout ça. Je vous disais, alors où est-ce que j'en suis? Voilà, s'accorder. Ah oui, ça c'est important. S'accorder des moments pour le chagrin et pour la joie. Ça c'est tiré. Ah, il y a mon ordinateur qui gêne un petit peu peut-être. Hein. Donc Joe Dispenza, c'est un neuroscientifique américain. Et j'aime beaucoup cette petite roue-là. Parce que dans cette petite roue-là, en fait, on voit que, alors si on parle du deuil, hein, le passé, le futur, le passé, c'est ce dans quoi on est beaucoup quand on est dans le deuil. Et puis, il y a tout ce qui occupe notre quotidien. Et à quel moment, là, il y a un espace rien que pour moi? Et c'est particulièrement actuel. Et encore, il les a pas tous mis. Il n'y a pas Snapchat. Ah si, peut-être il y a Snapchat. Si, là. Enfin, il y en a des nouveaux hein, qui sont sortis depuis. Hein. Et si on ne fait pas attention, eh bien, en fait, il n'y a plus d'espace pour soi. Vous êtes d'accord avec ça? Et on a vite fait hein, de se faire happer par tout ça. Donc ça, c'est important. Alors, je disais exprimer le chagrin, mais aussi aller vers des moments de joie. Et on le sait tous que c'est OK, la technologie, il y a des côtés sympas, mais on est bombardé aussi
d'informations qui ne sont pas bonnes pour nous. Et vous verrez tout à l'heure, elles ne sont pas bonnes non plus pour notre santé. Voilà, donc prendre du temps en dehors de tout ça vraiment pour aller s'aérer. Alors, je reviens juste quelques instants quand même là-dessus. Il y a une échelle qui s'appelle, non, c'est une échelle qu'on utilise dans la gestion du stress, Holmes et Rahe, et en fait qui donne des coefficients aux différents événements que l'on vit, c'est-à-dire qui quantifie l'impact sur notre, enfin, je sais pas comment on pourrait dire, ça donne différents coefficients, si on appelle ça l'échelle du stress. Et donc dans cette échelle, il n'y a pas que le deuil est forcément synonyme de stress. C'est un choc pour l'esprit, c'est un choc pour l'organisme. Et donc dans cette échelle, il est dit que dans 80% des cas, à partir du moment où on totalise un score, donc le déménagement c'est tant de points, le divorce c'est tant de points, le décès, la perte d'un enfant, à ce propos d'ailleurs, le déménagement, on ne le croit pas, mais c'est très stressant. Voilà. Et donc moi, je totalisais largement plus de 300 points, je crois que j'étais à 600 ou 650. Et donc dans cette échelle, on dit, les statistiques, disent dans 80% des cas, on risque de déclarer une maladie grave. Mais moi, j'ai envie de dire, c'est aussi une question d'état d'esprit. Je ne suis pas vraiment d'accord avec les statistiques. Et puis, c'est aussi une question de choix. Et moi, j'ai dit à un ami qui connaissait aussi cette échelle-là, celle que je viens de vous citer là, et tu sais quoi, moi, je ferai partie des 20%. C'est hors de question. Je touche du bois, hein, parce que je ne connais pas l'avenir, mais en tout cas, choisis des moments pour toi, fais des retraites, prends du temps, entoure-toi des personnes qui te ressourcent. Et à un moment donné, c'est vraiment une question de choix. Ça va ? Je disais donc se ressourcer dans la nature. Et il y a... où est-ce que j'ai mis ça ? Non, j'ai oublié un truc. Excusez-moi. Permettez, hein. Ah oui, voilà, c'est ce mot-là que je voulais utiliser parce que je trouve que ça fait très savant et dans une conférence, c'est pas mal. Donc, il y a un nouveau truc à la mode. Ça s'appelle le Shirin-yoku. Quelqu'un connaît ? Hein ? C'est les bains de forêt qu'on pratique au Japon. Alors, j'avais vu un reportage là-dessus, puis je me souvenais plus vraiment comment ça s'appelait. Donc, j'ai regardé hier soir, j'ai même vu qu'il y a des séjours d'organisés qui coûtent évidemment très très cher pour aller faire des bains de forêt au Japon. Sauf que nous, la forêt, elle est là, on n'a pas besoin d'aller au Japon pour ça. Voilà. Et j'aime beaucoup cette petite phrase d'Aristote, hein, il n'y a rien dans l'intelligence qu'il soit d'abord dans nos sens. Et être pleinement dans nos sens, c'est-à-dire ce que je vois, ce que j'entends, ce que je sens, ce que je goûte et ce que je peux toucher, c'est des moments de répit pour notre cerveau. Et ça nous permet à certains moments d'accéder à cette joie profonde. Il y a Frédéric Lenoir qui vous voyez qui c'est, Frédéric Lenoir, il a écrit pas mal de bouquins. En 2016, il a donné une conférence sur la joie. Je crois même qu'il a écrit un livre sur ce thème-là. Et lui, il dit, on a le droit d'avoir cette joie profonde-là qu'on ressent au-delà de la souffrance et au-delà de la douleur. C'est tout à fait normal. Et quand on est pleinement ouvert à la nature, aux couleurs, aux odeurs, au chant des oiseaux quand ils sont là, quelqu'un peut témoigner de ça peut-être ? Ça fait écho. Ouais. Et au tout départ, l'homme est chasseur-cueilleur, hein, vous le savez. Au tout départ, son élément, c'est quand même la nature et c'est vraiment un élément d'équilibre. Donc, s'il y a une chose à retenir de cette conférence, c'est, comment je vous ai dit ? Shirin-yoku. Ça fera très bien dans un dîner, je vous assure. Voilà. Donc, et puis voilà. Il y a quel regard je porte sur la mort ? Tout à l'heure, on a évoqué ce poids aussi de la société, mais comment peut-elle ? Il faut bien garder à l'esprit que c'est aussi culturel et qu'il y a des pays où on ne voit pas du tout la mort de cette façon-là. Il y a quelques années, il y a un dessin animé qui s'appelait Coco. Ça vous dit quelque chose ? Voilà. Hein, donc ça, c'est une image de Coco ou un autre regard sur la mort. Ou au Mexique, on célèbre la mort et on a une approche complètement différente. Donc c'est bien culturel. Alors je
j'aimerais m'intéresser à toutes les autres façons de voir la mort. J'ai pas le temps parce que j'ai plein de choses à faire. Mais voilà, c'est garder à l'esprit que c'est culturel et qu'on n'est pas obligé non plus de porter du noir, d'être courbé, d'être dans le deuil. Non, mais en fait, non. Alors peut-être hein, qu'à une période, voilà, ça avait du sens, tout ça, mais moi, enfin, personnellement, je ne crois pas. Qu'est-ce qui m'a aidé aussi? Des fois, mes amis me disaient, mais je ne sais pas comment tu fais, d'où ça vient. Je répondais, je n'en sais rien. Les maris de mes copines disaient, mais t'es toujours bien sapée en fait. T'es maquillée, tu penses. Bah, ils disaient ça quand elles n'étaient pas là, évidemment. Hein, parce que sinon. Et j'ai répondu un jour à un copain, j'ai dit, mais tu imagines, si je me lève le matin, ça c'était en 2010, hein, donc juste après, et qu'en plus, je ne prends pas soin de moi, quelle image j'ai de moi là, ça ne veut pas dire que j'étais comme ça tout le temps, mais allez, dans 80% des cas, on va dire. Il y a eu des moments, bien sûr, où ce n'était pas du tout le cas. Mais prendre soin de soi et aller dans la nature, encore une fois, c'est aussi prendre soin de soi, prendre soin de son corps, prendre soin, voilà, bouger, danser. Une des premières activités que j'ai recommencé, j'avais fait il y a longtemps, de la danse de salon et j'adore ça. Et donc, c'était hors de question. Boulogne-sur-Mer, c'est une ville, il y a 50 000 habitants et 250 000 avec l'agglomération. Mon mari avait des fonctions qui faisaient, voilà, c'est quelqu'un d'assez connu sur le bord de Boulogne-sur-Mer. Il n'était pas question d'aller faire de la danse en groupe. Donc, j'ai appelé un professeur de danse, Freddy. Paix à son âme, mais il est peut-être là aujourd'hui aussi, Freddy. Et il m'a dit, mais moi, je donne que des cours collectifs. Donc, je lui ai expliqué, je lui ai dit, mais pour moi, c'est pas possible. Et moi, j'ai besoin de danser. Et il me faut un partenaire. Donc, il m'a dit banco. Puis, il m'a proposé en plus un super tarif. C'est devenu un très bon ami. Voilà, il est aussi parmi ceux qui nous accompagnent aujourd'hui. Mais la danse, le mouvement, moi, c'était la danse, mais peut-être que pour vous, ça pourrait être autre chose. En tout cas, inciter les personnes qui vivent un deuil et vous-même, parfois, obligez-vous à bouger. Et dans la danse, j'aime beaucoup cette photo parce que il est vraiment ouvert, tout est ouvert, une espèce de légèreté, et puis il y a le regard porté vers le haut. Et personnellement, pour moi, danser, il y a eu des moments où c'était vraiment une forme de transe et où j'avais encore plus cette impression qu'ils étaient là. Voilà. En tout cas, moi, m'a beaucoup aidé, m'a vraiment aidé à rester en contact. Alors, je vous disais tout à l'heure que qu'il est vital. Ça passe vite, hein. Tout d'un coup, je regarde. Je vous disais tout à l'heure qu'il est vital de cultiver ces moments de joie et de chagrin. La grande difficulté pour moi, les premières années, c'était les moments où alors peut-être encore plus la première année, parce que voilà, j'ai eu la chance de pouvoir voyager, de vivre des choses extraordinaires et d'être dans cette espèce de paradoxe permanent. Tu vis des choses incroyables avec une culpabilité, mais que tu n'aurais pas dû vivre. S'ils étaient encore là, tu ne vivrais pas ça. Et ça, en fait, j'ai mis du temps vraiment hein, à ne plus être dans la culpabilité. Et je me suis rendu compte que ça, en fait, ça épuise. C'est d'un côté, hop, comme si j'étais ballottée, la joie, la tristesse, la joie, la tristesse. Ça, c'était un petit peu compliqué. Ce qui m'a aidé, c'est l'accompagnement thérapeutique. À un moment donné, il n'y a pas de secret, il y a aussi des professionnels qui sont là pour nous accompagner. Et donc, l'importance de vivre toutes ces émotions. Pourquoi? Pour s'accorder de la joie, maintenir l'équilibre, parce que dans notre système nerveux, il y a peut-être des personnes ici qui pourront abonder, qui maîtrisent ça, c'est que dans notre système nerveux, on a une partie de notre système, hop, ça s'éloigne ou non, c'est bon. On a une partie de notre système, en fait, qu'on appelle le système végétatif. Parfois, on entend parler de maladies neurovégétatives. Hein, c'est les maladies qui sont reliées notamment à ce système. Alors, tout ça, c'est pas d'un côté de l'autre. Hein, les deux sont complémentaires et liés. Mais on a surtout ce qui nous intéresse là, c'est ce qu'on appelle le système sympathique et le système parasympathique. C'est un peu comme une voiture. Il y a un accélérateur et puis il y a un frein. Et en permanence, le corps cherche l'équilibre. Les deux fonctionnent. Quand
je m'accorde des moments de joie, eh bien, en fait, je vais stimuler mon système parasympathique. Or, dans le système parasympathique, on sécrète des hormones, d'où les surrénales. Et ces hormones, eh bien, c'est la sérotonine, donc c'est l'antidépresseur naturel. La DHEA, c'est l'hormone du plaisir. Et la dopamine, c'est l'hormone de la récompense. Il y en a d'autres, mais ce sont les principales. Donc, quand le médecin nous dit, quand on dit, mais fais-toi plaisir, sors un peu, c'est pas juste, en fait, des paroles en l'air. Aujourd'hui, ça, c'est l'apport des neurosciences ces 20 dernières années. On a dosé, en fait, toutes les hormones, on est allé beaucoup plus loin dans le fonctionnement du corps et on n'a pas encore tout compris, très loin de là, je pense. Mais enfin, on a compris ça et ça, c'est des choses que nous pouvons valider. Parce que nous le savons, quand nous nous faisons plaisir, il se passe quelque chose, en fait. C'est waouh, il y a quelque chose qui pétille, il y a quelque chose qui rayonne, il y a quelque chose qui s'allège, qui est beaucoup plus fluide. Et en fait, il y a une explication physiologique à tout ça. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose, un témoignage ou... Vous êtes d'accord avec ça? Alors, des fois, il faut aller le chercher, le plaisir et la joie. Il faut parfois même se faire un petit peu violence. Mais c'est tellement, tellement important. Parce qu'il en va, en fait, il y va de notre santé. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, et là, pour le coup, il y a quand même une part de vérité dans cette échelle-là de Holt-Serrae, c'est que si je ne m'autorise pas des bons moments, si je ne vis pas les émotions, quelles qu'elles soient, donc la peur, la tristesse, la joie, la colère, qu'est-ce qui se passe à votre avis? Oui, c'est refoulé, la maladie, on dit en décomposant la maladie, voilà. Et donc, on parle de maladie psychosomatique. Alors, si on parle de maladie psychosomatique, c'est-à-dire que les émotions, entre guillemets, négatives, enfin, on va dire plutôt inconfortables, mes émotions, ce que je vis, c'est refoulé, psychosomatique, eh bien, ça veut dire que je peux aussi somatiser du positif. C'est dans les deux sens. Mon corps, il profite aussi de tout ce qui me fait du bien. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, oui, je ne vous ai pas présenté. En fait, je suis sophrologue et je suis formatrice en entreprise. Je travaille aussi en milieu psychiatrique à mi-temps en tant que sophrologue. Et c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup, de somatiser, d'aller chercher, c'est le principe même de la sophro, c'est de voir le verre à moitié plein et d'aller chercher voilà, tous les bons moments, de se nourrir, de créer de nouveaux souvenirs, etc. Parce qu'il se passe quelque chose au niveau physiologique. Et du coup, je vais développer cette capacité à somatiser du positif. Et c'est essentiel pour rester en bonne santé. Quelqu'un a dit tout à l'heure refouler. Voilà, l'idée là, c'est pas de refouler justement, c'est de pouvoir exprimer. Et puis de cultiver, voilà, ces bons moments. Alors, un autre bon moment, par exemple, un moment difficile, moi j'ai trouvé quand je traversais cette période-là, alors une devinette, c'est un jour dans la semaine, à votre avis, c'est lequel? Ah, le dimanche soir. Exactement. Le dimanche soir, alors quand en plus c'est voilà, ces enfants, c'est d'autant plus difficile parce que tous mes amis, ils ont d'ailleurs toujours des enfants qui ont grandi depuis. Ils sont en famille, c'est dimanche soir, on prend le temps, on prépare le lundi. Et le dimanche soir, c'est particulièrement compliqué. Alors, on avait mis en place avec des voisins un concours. Celui qui faisait la meilleure soupe. Donc, le dimanche soir, c'était soirée soupe. Et à chaque fois, on devait amener une nouvelle soupe, un nouveau potage et deviner ce que l'autre avait fait. Déjà, il y a le plaisir de faire les courses pour la soupe, éplucher les légumes. Voilà, petite parenthèse, éplucher les légumes. Une petite phrase, je crois que je l'avais partagée dans la conférence il y a 2 ans. J'ai fait pas mal, plusieurs retraites en silence, dont une retraite, pas très loin d'ici, à la Flatière, dans laquelle j'ai entendu cette petite phrase. Donc, ça vous dit quelque chose, les foyers de charité, la Flatière? Bon, là, il y a une couleur, plutôt chrétienne, catholique, mais
enfin, j'ai fait aussi d'autres retraites qui n'avaient aucune couleur. Et donc, les foyers de charité sont des foyers qui ont été créés par Marthe Robin et puis par le père Finet, donc je crois que dans les années 50, je sais pas, tu sais, ouais, 50, 60. Et donc, l'idée de créer ces lieux-là, c'était de créer des endroits où les gens puissent venir se ressourcer, on en a parlé tout à l'heure, et que ça ne soit pas une question de moyens financiers. Donc voilà, les gens donnent à hauteur de ce qu'ils sont en capacité de donner. Et à la fin de la retraite en silence, qui dure 5 ou 6 jours, il y a toujours un témoignage des membres du foyer qui ont donné donnent leur vie au foyer, qui se sont engagés. Et donc j'ai entendu cette petite phrase. Marthe Robin, souvent on lui reprochait, quand elle accueillait les bénévoles, par exemple s'il y avait un ingénieur très très qualifié, eh ben, il se retrouvait à faire la plonge. Alors évidemment, l'ego, il en prend un petit coup et ça allait. Et elle disait la phrase suivante: quoi que vous fassiez, soyez dans la fidélité à l'amour. Donc la phrase exactement, c'est la fidélité à l'amour, dans l'accomplissement avec exactitude des plus petites choses. C'est-à-dire que même quand j'épluche mes légumes pour ma soupe, eh bien, je peux rester dans le plaisir en fait. Et être juste dans l'amour de ce que je suis en capacité de faire. C'est quelque chose qui se cultive. Et plus on le fait, et plus il n'y a plus rien en fait qui devient ennuyeux, puisque j'ai juste en fait la chance de le faire. C'est quelque part aussi cultiver la gratitude. Côté technique, j'imagine. J'ai perdu le fil. Voilà, Marthe Robin, les foyers de charité. Et donc voilà, on en était à la soupe. Hein, tout à l'heure, ça sera le goûter à 15h30. On en était à la soupe. Et donc voilà, de trouver aussi dans les moments difficiles de la joie dans des choses toutes simples. Je veux dire, faire une soupe, c'est pas très compliqué. Hein. Et c'est un moment de partage, c'est un moment où on rit, où on est dans de la légèreté. Et chaque fois que dans le deuil que l'on traverse des moments compliqués, je le disais tout à l'heure, c'est important bien sûr d'aller dans le chagrin, mais de ne pas y rester trop longtemps. Et donc de solliciter les autres. Quand c'est trop, eh bien c'est trop, et de pouvoir appeler quelqu'un. Bon, je pense que c'est la présidente de l'association d'Espérance qui se cache là-bas dans son petit coin. Elle ne va pas me contredire, vous êtes d'accord? C'est l'objectif, voilà, aussi de cette association. C'est voilà, de faire passer ce message-là, d'être un soutien. C'est comment le nom de la nouvelle association là? Solaris, c'est ça? Voilà, l'entraide, oser demander en fait. Hein. Donc je vous disais tout à l'heure, je suis sophrologue à mi-temps, un peu plus qu'à mi-temps en clinique psychiatrique, et je vois des gens qui sont hospitalisés donc pour dépression, pour des deuils qui n'ont pas été faits et surtout qui n'ont pas été accompagnés. Et parfois 15 ans, 20 ans après. Donc ouais, vraiment, vraiment. Donc c'est vraiment important. J'ai vu en session, j'ai fait des sessions aussi de travail psychocorporel, spécifiquement sur le deuil, et je me souviens d'un monsieur 30 ans après le décès de sa petite sœur, qu'il avait envoyé chercher le pain. Donc vous voyez, vous imaginez la culpabilité. 30 ans après, ce monsieur, il était bloqué dans sa vie en fait. Il ne se passait plus rien et droit vers la dépression. Donc c'est vraiment, vraiment important de se faire accompagner, de prendre ces moments de bon temps, et puis voilà, d'accepter que le chagrin est là et que c'est tout à fait normal. Continuer à s'émerveiller, voilà. Alors, une petite précision, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, la physiologie de l'émotion, voilà, c'est que les surrénales, donc le sympathique, le parasympathique, et ce qu'on fait notamment en sophro, mais ce n'est pas la seule discipline où on le fait, quand on va chercher des souvenirs, des moments agréables, en fait, ce qui se passe, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre une émotion que je vis vraiment avec quelque chose qui se passe là maintenant et une émotion que j'ai vécue par le passé. On va faire un petit exercice. Hein, un deuxième. Allez, je vous propose de fermer les yeux, de faire, voilà, d'inspirer en gonflant le ventre, de souffler en soufflant par la bouche.
fois, 3 fois. Vérifiez que vos épaules, voilà, s'abaissent, qu'elles s'éloignent des oreilles. Et puis, un peu comme sur un écran de cinéma, un écran blanc, je vous propose de laisser venir une image d'un endroit où vous aimez particulièrement aller. Ça peut aussi être un endroit où vous avez fait la fête, un moment heureux, un moment de partage. Ça peut être un endroit où vous êtes allé en vacances, peut-être un endroit où vous rêvez d'aller en vacances. Prenez le temps, voilà, d'observer, regardez les formes, peut-être qu'il y a des personnes qui sont là, l'endroit où vous êtes. Regardez les couleurs, la luminosité, le moment de la journée, peut-être même la saison, l'été, l'automne, l'hiver, et le printemps revient toujours. Et parfois, il y a même des sons, parfois des odeurs, parfois un goût particulier. Et il y a surtout, quand vous êtes dans ce moment-là, un profond sentiment de bien-être. C'est un vrai cocon, un refuge, un sentiment de sécurité, de joie profonde. La joie profonde, c'est tout simple. Et puis quand vous êtes prêt, vous pourrez faire durer l'exercice, hein, c'est très agréable. Je suis sûre que vous saurez le refaire tout seul. Et vous le faites peut-être déjà naturellement seul. Voilà. Alors, Philippe, vous étiez où? Où est-ce que vous êtes allé? En montagne. C'était où? Derrière le Bargy. Le Bargy est par là. Il faut monter par le col, le reposoir. Ok. Bon, c'est un peu trop près de chez nous, ça. Non, je plaisante, je plaisante. Moi, c'est mes endroits favoris aussi, c'est la montagne. Quelqu'un d'autre? Où est-ce que vous êtes allé? En Martinique, elle est allée, la dame, là. Vous étiez sur la plage? Dans la forêt? Sur la plage? Ah, avec les fleurs et tout ça. Ouais. Vous la voyez pas, cette dame, mais elle est rayonnante quand elle dit ça. Benoît, où est-ce que vous êtes allé? Dans la montagne aussi. Ok. Quelqu'un d'autre? D'accord, donc c'était dans le sud ou c'était dans l'hémisphère sud s'il y avait des palmiers? Sur une île. Ok. Allez, c'est Atlantique. Ici, on a l'Atlantique. Là-bas, qu'est-ce qu'on a au fond? Où est-ce que vous êtes allés? Ah, vous voyez? Et vous voyez le sourire que ça met sur nos visages. Ce qui prouve bien que j'ai pas besoin de retourner à l'endroit pour vivre cette émotion-là, mais simplement le fait de me le remémorer, eh bien, ça participe au fait que je me sente bien. Parce qu'il y a une raison physiologique, et donc ça met de la joie. Autrefois, on regardait beaucoup les photos, les albums photos, des endroits où on était allé en vacances, etc. C'est quelque chose qu'on ne fait plus aujourd'hui. Et ça, pareil. Tous ces petits moments-là, c'est des petits moments de joie qui sont faciles à mettre en place, qu'on peut facilement partager avec les autres et qui font tellement de bien à tout le monde. Et tout à fait, il y a le monde imaginaire qui est activé complètement, complètement. Et chez les enfants, d'ailleurs, quand on leur propose cet exercice, alors des fois, ils trouvent des lieux, mais souvent, c'est des choses qu'ils imaginent complètement, c'est un monde un peu féerique, etc. Alors, donc voilà, du coup, apprendre à accueillir ses émotions, avoir le verre à moitié plein, c'est un petit exercice de sophro très simple qu'on a fait là. Et vraiment, c'est quelque chose qu'on peut développer, trouver des moments pour soi. Et puis, François l'a dit tout à l'heure, il vous a dit, offrez-vous ce cadeau aujourd'hui, de couper vos téléphones 3 fois 10 minutes par jour. Je vous assure, ça fait du bien. Et au milieu de tout ça, à un moment donné, voilà, stop. Stop. Tellement important. Donc du temps pour pleurer, pour rire, pour s'offrir des moments de joie, on l'a dit tout à l'heure, pour bouger, pour danser, pour se faire des automassages. Voilà, tout ce qui peut vraiment, vraiment nous faire du bien. Et surtout, sans culpabilité aucune. Au contraire, parce que ceux qui nous accompagnent là, eux, c'est ce qu'ils veulent. Et moi, on m'a souvent dit, mais arrête de culpabiliser.
tes enfants, ils rigolent bien de te voir te marrer là en bas, parce que c'est ce qu'ils veulent en fait. Ils veulent une maman qui continue à vivre, qui continue à rire, etc. Vous êtes tous d'accord? Oh, c'est pas assez fort. Hein. Vous êtes tous d'accord? Oh, ça va, c'est mieux. Voilà. Donc, choisir la joie et célébrer vraiment tout ce qu'il est possible de célébrer. S'émerveiller. On l'a dit tout à l'heure dans la forêt. Ça, c'est une photo que j'ai prise dans mon jardin. C'est une fleur de pavot. Alors, elle est assez éphémère parce que dès qu'il y a un petit peu de vent, voilà. Mais chaque fois qu'elle s'ouvre au printemps, c'est juste merveilleux. Juste merveilleux. Et l'émerveillement, il n'est pas dans les choses compliquées. Il est devant un bouton d'or, une pâquerette, une marguerite. Et pour ça, il faut s'arrêter et couper le portable. Parce que sinon... Donc, ce n'est pas les épreuves qui décident de notre vie, mais c'est vraiment ce que nous décidons de faire de ces épreuves-là. Alors, bien sûr, les premières semaines, les premiers mois, on pourrait dire, c'est plutôt l'épreuve qui gagne. Assez vite, voilà, de mettre des choses en place, de l'action, de se remettre à travailler. Le travail, c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup sauvée. Donc, je vous parlais tout à l'heure, non, je reviendrai tout à l'heure, bravo. Et puis, choisir vice-versa, vous connaissez? Ah, voilà, il y a un deuxième qui est sorti, il paraît qu'il est super. Voilà, et choisir, voilà, dans les émotions qu'on appelle primaires, dont j'ai parlé tout à l'heure, donc la peur, la colère, la tristesse, choisir la joie. Qu'est-ce que vous faites dans votre semaine qui vous rend joyeux? Petite chose, est-ce que vous pouvez me dire? Oui? Vous dansez? Madame, elle fait du Scrabble, et puis elle fait du Scrabble sur la plage à la Martinique avec des fleurs. Et des senteurs. Du Scrabble. Je mange des gâteaux, mais c'est bien, vous les faites aussi? Oui, ça fait aussi partie des joies. Hein, le préparer aussi pour les autres. Alors, qui d'autre? Parce que franchement, là, à droite, il y a matière, mais là-bas, j'ai pas entendu grand-chose. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la semaine qui met un petit peu de joie? Des balades, ouais. Des câlins à mon chat. Ah ouais, ça c'est bon. Hein. Ah, on a plein de gens qui aiment les chats, là. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous faites pour vous rendre joyeux dans la semaine? Vous écoutez de la musique, d'accord? Quoi d'autre? La musique. Appeler ses proches, bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai la chance d'avoir 2 frères et 2 sœurs et 7 neveux et nièces. Ouais, donc, bien sûr, rester en lien avec eux. Qu'est-ce que vous faites dans la semaine qui vous rend joyeuse? Le lundi soir? Non, mais regardez-les, ces deux-là, là. Le lundi soir, j'appelle Benoît. D'accord. Ok. Les promenades tous les jours. Pascal, qu'est-ce que tu fais pour... Voilà, la fidélité à l'amour dans l'accomplissement. Avec exactitude, les plus petites choses. Même éplucher les patates. Si vous avez des patates à éplucher, allez-y. François, qu'est-ce que tu fais qui te rend joyeux dans la semaine? Ah, allumer le feu le matin. Ouais. Fais du feu dans la cheminée. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait partager quelque chose? Oui. La créativité, oui. Oui. Monsieur? Dire merci. Oui. C'est tellement important de cultiver la gratitude. Oui, tout à fait. Là-bas, dans le coin, contre la fenêtre, là, pourtant, c'est pas le chauffage là-bas. Hein. Qu'est-ce que vous faites pour... Ah, vous écrivez, d'accord. Vous écoutez de la musique, d'accord. La musique comme le vent. Vous voyez qu'on a tous, hein. En fait, on va chercher la joie dans des petites choses. C'est pas très compliqué. Et vous voyez bien ce que ça fait de la partager. Ça nous met de bonne humeur, ça nous revigore, comment on dit? Revigore, voilà, c'est ça. Ah, donc vraiment choisir. Et puis trouver des occasions de faire la fête. Surtout pas les louper. Je vous ai dit tout à l'heure,
que moi, ce qui m'avait beaucoup aidé, c'était l'entourage, voilà. Bon, je vous ai dit aussi, hein, le travail sur soi, et François m'a parlé tout à l'heure, seul, moi, je pense que c'est un peu utopique d'y arriver. Donc, effectivement, voilà, les retraites, les thérapies, il y a peut-être des thérapeutes, hein, ici, voilà, se faire accompagner par des professionnels ou par des gens aussi qui ont l'expérience, hein, des fois c'est l'expérience de la vie, l'expérience du deuil, voilà, des associations comme la Source d'Espérance. Et donc, je vous disais le travail, et au début de la conférence, je vous disais, à un moment donné, j'ai pris la décision, moi, de faire des travaux. Et donc, on a fait la fête en octobre, c'est quand même vraiment gonflé, en octobre 2010. Donc, un an après, les travaux étaient finis, le bureau était fini, parce que j'avais démarré mon activité en entreprise et de sophrologue avant que ça n'arrive. Mais tout s'est effondré très rapidement avec ce qui est arrivé. J'ai posé ma plaque et on a fait une grosse fête, une grosse crémaillère. Un truc, ouais, un truc bien. Je crois qu'on était une quarantaine. Parce qu'il y avait les parents d'élèves, voilà, tout ça. Donc, tout est prétexte à faire la fête. J'entends beaucoup de choses sur les Américains, alors en particulier en ce moment. Mais il y a quand même une chose, moi, que je trouve fabuleuse aux États-Unis, pour y être allée il y a de nombreuses années, peut-être que certains d'entre vous y sont allés, c'est qu'ils font la fête pour tout. Ils ont un sens de celebrate. We need to celebrate. On a besoin de célébrer. Oui, il y a ça, il y a ça. Alors, à une plus petite échelle, mais moi, ce dont vraiment je me souviens chez les Américains, en famille, c'est we need to celebrate. On a besoin de célébrer. Hein? Alors, ils font du sport. We need to celebrate. On mange une glace après, mais c'est pas grave. Mais c'est vrai aussi. Mais voilà, ils ont cette capacité à être dans la gratitude pour ce qui est là. Bon, ils sont pas les seuls. Je vous parle de cet exemple-là parce que ça m'avait particulièrement marqué. Et à célébrer. Parfois, on me dit, oh, les anniversaires, au bout d'un moment, c'est plus la peine. Ben si, parce qu'en fait, on célèbre la personne quand on célèbre un anniversaire. C'est pas juste une date sur un calendrier, c'est on fait ce que la personne est, on fait le fait qu'elle soit née et qu'elle soit là parmi nous aujourd'hui. Donc, dès que vous pouvez célébrer, fêter quelque chose, fêter la fin des travaux. Voilà. Donc, on a fait une grosse fête pour fêter les travaux. Quels que soient les moyens qu'on trouve, parce qu'on trouve tous des recettes différentes pour y arriver. Hein. L'important, c'est de se souvenir qu'on est accompagné et qu'ils sont toujours à nos côtés. Et je ne veux pas revenir en arrière, mais si je reviens à la roue, là, le professeur Joey Dispenza, là, si je ne prends pas le temps de m'arrêter et de souffler, à quel moment je vais sentir leur présence? Parce que là, c'est ce que Benoît va nous proposer tout à l'heure, hein, peut-être d'être en lien. Oui, mais c'est pas une fois dans le mois, en fait. Et il n'y a que dans le silence. En tout cas, c'est mon expérience à moi. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais moi, je suis persuadée qu'il n'y a que dans le silence qu'on peut sentir cette présence, qu'on a accès à ça. Et nous sommes dans un monde, malheureusement, qui nous éloigne de tout ça. J'ai lu, en préparant la conférence, j'ai relu je me souviens plus de son nom, c'était une psychologue qui disait, je l'ai partagé avec Eva Simili, ça m'a fait bondir, qui disait que tout ça, c'était pas vrai. Hein, ça, c'était une fabrication. Le fait qu'il soit encore là, elle disait, elle l'écrivait dans un article, c'est une fabrication de l'esprit qui, en fait, crée chez l'être humain une dichotomie entre, voilà, ils sont là, ils sont pas là, et on fait jamais le deuil. Moi, ça m'a fait bondir. Alors déjà, parce que qui que ce soit, aucun thérapeute n'a le droit de remettre en question ce dans quoi vous croyez. À partir du moment où ça ne met pas en danger une personne, on n'a pas le droit de faire ça. La personne, elle a son monde et voilà, c'est ça qui l'a fait tenir et tant mieux. Donc, enfin, voilà, ça m'a fait faire des bons. Et moi, je suis absolument pas d'accord avec cette dame. Et moi, je dis, pas François et les gens de cette association qui vont dire le contraire, hein, c'est que nous sommes accompagnés. Accompagnés vraiment, et le fait de s'accorder ces moments de silence. Et puis, dans les moments de joie, on peut aussi, je vous le disais, pour moi, ça a été la danse, mais ça peut être dans d'autres choses, hein, sentir leur présence.
et qu'il vive vraiment à travers nous. Voilà, donc un grand merci à François, à l'association, pour le fait d'être réunis aujourd'hui. Donc je peux répondre à... c'est pas mal hein, quand même, hein, sans vous regarder. Parce que ça aussi, pour mettre de la joie, s'envoyer des fleurs. Eh ben, de temps en temps, je vous garantis, ça fait du bien. Hein. Donc, voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je peux répondre à vos questions. Voilà, n'hésitez pas. Oui, oui, tout à fait. Oui. Donc, je vais reprendre pour que tout le monde entende. Donc, Madame dit, si on n'a pas d'ombre, on n'a pas la lumière. Un peu comme dans la peinture. Oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Si on ne met pas un peu d'ombre dans la peinture, on ne voit pas le mouvement de la vie. C'est tout à fait juste. Les deux coexistent, en fait. Et on a le droit de vivre les deux. Merci. Une autre question? Ou un témoignage? Parce que les témoignages, ça fait toujours du bien aussi. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. Complètement. Ouais. Donc, Madame disait, on vit leur présence aussi à travers les synchronicités. Et bien entendu, je ne suis pas allée sur ce terrain-là, mais je pourrais vous en donner plein. Et la première des synchronicités dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était voilà, avec François, la date. Enfin, j'ai une amie thérapeute qui dit à quoi ça t'invite à bien partager en fait. Ouais, même voilà, à cette date-là. Ouais, tout à fait, tout à fait. Merci de le rappeler, les synchronicités. Ouais. Le fait que nous sommes tous reliés, hein, j'ai mis restons en lien, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit. Une autre question, ou bien vous pouvez apporter aussi votre façon de voir les choses. J'ai un peu, alors c'est un sujet que j'ai travaillé, hein. J'ai fait une retraite, notamment, on en parlait ce midi, très difficile avec un mouvement ignatien qui s'appelle Amour et Pardon, chemin de guérison. En silence, c'est une retraite assez difficile. Hein. Parce qu'on à chaque fois on me pose cette question. Non, mais c'est très bien parce qu'à chaque fois la réponse aussi évolue. Je pense. Alors déjà, quelle définition on donne du pardon chacun hein. Moi, je pense avoir pardonné l'acte, parce que vous l'avez compris, hein, mon mari a mis fin au jour des enfants et ensuite à ses jours. J'ai pardonné l'acte. Là où j'ai encore beaucoup de mal à lui pardonner, c'est quand j'ai tiré la sonnette d'alarme, parce que la dépression, je l'ai vu arriver, et qui n'a pas du tout voulu écouter et pas du tout voulu se faire accompagner. J'avoue que là, je ne suis pas encore OK avec ça. Mais l'acte en lui-même, j'arrive à différencier. Merci pour la question, c'est quelque chose que je voulais dire et que j'ai oublié de dire. Ce qui met dans la joie, et ben c'est aussi le cas aujourd'hui, c'est de pouvoir parler d'eux. Voilà. Et de pouvoir évoquer sans, sans honte aucune, sans culpabilité, sans quoi que ce soit. Maintenant, ça vient assez naturellement. Donc mes enfants avaient 4 et 7 ans, Maxime avait 4 ans. Les deux étaient très joyeux, ils s'entendaient très bien. Et Maxime, j'ai vraiment l'image, et souvent je raconte à Maxime, il aurait fait Tadam voilà, il adorait se déguiser, il avait une cape de pirate ou je sais pas quoi. Tadam il descendait l'escalier. Et ça me met dans la joie. Et quand j'arrive à le partager avec mes frères et sœurs notamment, ça nous met dans la joie. Et là, c'est peut-être aussi l'indice qu'on a quand même commencé à pardonner, si on est capable
voilà, de parler d'eux sans colère. Et ce serait prétentieux de dire que j'ai tout pardonné, je crois pas. Pas pour l'instant. Je ne sais même pas si j'y arriverai. Hein. D'ailleurs, c'est une expérience récente cette année. J'ai vu nombre de thérapeutes parce que voilà, j'avais encore des trucs je cherchais en fait. Et en fait, je cherchais à effacer. Ah, ça marche pas. Non, mais ça marche pas. C'est pas que c'est pas facile, ça marche pas. Bien sûr. Elle reste, elle reste, elle reste. Oui, tout à fait, elle reste. Juste, on apprend à vivre avec. Et du coup, je dis ça n'a pas marché parce que pendant mes vacances, je me suis retrouvée bloquée, mais vraiment bloquée, le dos complètement bloqué, pas possible de bouger. Et là, je me suis rendu compte que depuis un an, je n'accordais plus le temps dont je parlais là. J'avais plus de temps pour eux. Mais mon corps, lui, m'a dit, oh, tu plaisantes. Tu as oublié. Et là, je suis aussi sur le chemin. Mais en fait, ça, tu ne peux pas effacer. Ça fera partie tout le temps de ta vie. Et du coup, ils sont là. Voilà. Ils sont là. Hein. Avec plaisir. Sûrement que ça doit y participer. Oui, parce que j'estime que c'est un échange aussi. Je ne le fais pas dans ce but-là. Hein. Mais oui, 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 très certain. Alors, à un moment donné, je me suis dit, je ne vais plus en donner. Oui. Parce que je me disais, mais à chaque fois, tu replonges dans ce truc-là, en fait. Hein. Et puis, les gens autour de moi m'ont dit, non, mais tu ne peux pas faire ça, en fait. Parce que j'espère en tout cas, que c'est un message d'espérance. Et du coup, que ça aide. Mais très certainement, monsieur, que ça participe à la thérapie, bien sûr, parce que le fait, moi, de pouvoir en parler, ça m'aide aussi. Oui, tout à fait, c'est sûr. Ouais. Peut-être que c'est un peu ce qui manque aussi à ce monde, c'est l'authenticité. Et voilà, c'est nos intimités, mais en fait, c'est nos vies, tout simplement. Mais voilà, il faut pas, faut cacher. Bah non, bah non. Voilà. Que vous êtes prêts pour le goûter ou encore 5 minutes? Il avait dit la demi. Encore 5 minutes. Quelqu'un d'autre? Vous pouvez aussi réagir, hein, ne pas être d'accord. C'est bien aussi d'avoir des échanges. Ah, pas sur ce thème-là. Non, non. J'interviens en fait sur la prévention du burn-out, la gestion du stress et la communication, avec une orientation communication non violente. Mais non, pas sur ce thème-là. Après, si on me le demande, et ça arrive parfois dans des groupes, et ça qui surgissent, bon, je fais pas une petite expérience, mais je vais pas, non, rien à voir. Par contre, c'est un sujet qui revient beaucoup en clinique, dans les motifs enfin voilà, dans ce qui a contribué en tout cas à la mise en place de la dépression chez les personnes. Oui, oui, dans la période de déni notamment, je pense. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et j'ai le souvenir là c'est un festival de musique auquel j'étais allée en présence d'amis. Et où ce jour-là, oui, j'étais dans la joie, mais c'était une fausse joie. Et une amie me l'a fait remarquer, c'était vrai. C'est vrai. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Ça peut, à certains moments, bien sûr. Mais c'est ce qui permet aussi de continuer quand même. Hein. Oui, oui, oui. Et c'est pas centré. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est la différence entre la joie que je mets en place, mais qui est une pseudo-joie, alors que je suis dans un déni total, et là vraiment, vraiment la joie conscientisée, celle dont Frédéric Lenoir parle très bien, la joie profonde, la joie d'être, tout simplement. Oui, oui, tout simplement. Oui, tout à fait. Ouais. Mais, et si elle est illusoire, c'est pas grave, tant qu'on est conscient et que ça dure pas trop longtemps. Mm. Ouais, complètement. C'est de l'ordre de la grâce pour moi. Ouais, je pense. C'est un moment particulier, c'est pas un moment qu'on va chercher.
C'est le fait de, bah pour moi, hein, le fait de s'ouvrir à ce qui est là, c'est beaucoup en lien avec les 5 sens. Hein. Et là, tout d'un coup, il y a comme un moment de grâce. Ouais, c'est le moment où le rouge-gorge il vient se poser sur la bordure de la fenêtre. C'est des choses très simples. Et là, voilà. Ouais. Ou bien moi, c'est les papillons. Des fois, je vois mes enfants. Ouais, voilà. C'est des moments de grâce, oui. C'est pas quelque chose qu'on va créer. Pour moi, hein, chercher, ça nous est offert en fait. Parce que ce jour-là, nous sommes disponibles. Comme quand on sent leur présence, parce que nous sommes disponibles. Si, c'était très compliqué. Je vais être très honnête. Je crois que c'était lundi. Hein. Je me suis dit, bah, tu vas appeler François et tu vas annuler, hein, parce que ça va pas être possible. Hein. C'est pas possible d'annuler, voilà. Puis après, je me suis dit, non, non, en fait, non, non, justement. Oui, mais bien sûr que ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. C'était, oui, 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 ça bouleverse, oui, ouais, tout à fait. Et heureusement, hein, ça veut dire que nous restons des humains quand même. On essaye de faire de nous des machines, mais non, non. Là, ça bat encore, il y a quelque chose qui se passe, même si c'est dur. Ouais, tout à fait. Comme par hasard le 16, comme par hasard, voilà. Non, non, c'est pas un hasard. Non, non, tout à fait. Ouais. Tout le monde avait entendu la question de madame? C'était par rapport aux événements de lundi à Taninges. Voilà. Ouais, ouais, tout à fait. Voilà. Oui, le métier de sophrologue, je l'avais avant. J'avais terminé quelques mois avant et puis j'étais installée. Ouais. C'est pas les événements qui ont fait ce que je fais aujourd'hui. Non. Ouais. Ça, oui, oui, puis ça a changé ma façon de travailler aussi. Ouais, bien sûr. Voilà. Petite barre chocolatée, un petit verre de jus d'orange. Merci beaucoup.